Bonjour, installez-vous confortablement, et bienvenue dans l'instant écrit, le moment où les histoires se racontent. Prenez une pause, respirez, et laissez l'instant écrit vous emporter. Manuscrit trouvé dans une maison déserte. Je le dis tout de suite, je n'ai rien fait de mal. Non, à personne. Ceux qui m'empêchent de partir d'ici n'ont pas le droit. Et ils n'auront pas le droit de me faire ce que j'ai bien peur qu'ils me fassent. Je crois qu'ils ne vont pas tarder à revenir, car ils sont partis depuis longtemps déjà. Ils doivent être en train de creuser. Au fond du vieux puits. Ils cherchent une porte, d'après ce que j'ai entendu. Pas une porte de maison, naturellement. Une autre espèce de porte. Je me doute de quoi ils voulaient parler, et j'ai très peur. Je regarderai bien par les fenêtres, mais comme elles sont barricadées, il n'y a pas moyen de voir. Mais en allumant la grosse lampe j'ai trouvé ce carnet, alors je vais tout raconter par écrit. J'aurai peut-être un moyen de l'envoyer à quelqu'un qui viendra à mon secours. Ou alors, peut-être qu'on le retrouvera ici. Et n'importe comment, j'aime mieux écrire que rester sans rien faire à attendre. À attendre qu'ils viennent me chercher. Que je dise d'abord mon nom. Je m'appelle Willie Osbourne. J'ai eu 12 ans au mois de juillet. Je ne sais pas où je suis né. La première chose dont je me souviens, c'est la maison de ma grand-mère, pas loin de Roodsford, dans la région qu'on appelle l'arrière-pays. On peut dire que c'est désert. Rien que des bois, et des collines et des montagnes, où personne ne va jamais. Grand-mère me parlait souvent de l'arrière-pays, quand j'étais petit. Je n'avais plus qu'elle, grand-mère, vu que mes parents étaient morts. C'est la seule qui m'a appris à lire et à écrire. Je ne suis jamais allée à l'école. Grand-mère savait beaucoup de choses au sujet des collines et des bois. Elle me racontait des histoires pas ordinaires. Enfin, je croyais que c'était des histoires, dans ce temps-là. Des histoires pour les gosses, comme dans les livres. Ainsi, elle me parlait de ceux qui restent cachés dans les marécages, et qui étaient là bien avant les premiers colons et même bien avant les Indiens, de rochers mis en cercles et de grosses pierres appelées autels où ils offrent des sacrifices. Certaines histoires, c'était la grand-mère de ma grand-mère qui les lui avait apprises, comment ils se cachaient dans les bois ou les marécages parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la lumière du soleil, et comment les Indiens évitaient de passer trop près d'eux. Elle disait aussi que les Indiens laissaient des enfants attachés à des arbres pour les offrir en sacrifice, de sorte qu'ils étaient satisfaits et ne leur faisaient pas de mal. Les Indiens savaient tout ça et ils essayaient toujours d'empêcher les Blancs de s'installer près des collines. Ceux des bois n'étaient pas très méchants, mais ils auraient pu s'il y avait eu trop de gens dans la région. Les Indiens inventaient des raisons pour que les colons ne viennent pas. Ils disaient qu'il n'y avait pas assez de gibier, pas assez de pistes, et que c'était trop loin de la côte. Alors, bien sûr, on ne trouvait pas beaucoup de maisons. Rien que des fermes perdues. Et grand-mère me racontait que, ils vivaient encore, que des fois, au printemps et à l'automne, on voyait des lumières et on entendait des bruits, tout en haut des collines. Grand-mère disait aussi que j'avais un oncle et une tante qui habitaient là-bas. Ma tante Lucie et mon oncle Fred. Papa allait les voir avant son mariage, et une fois il les avait entendus qui battaient le tam-tam sur un arbre creux, presque à la veille de la Toussaint. Ensuite papa a connu maman, et maman est morte quand je suis née et il est parti. C'est comme ça que j'ai appris toutes sortes d'histoires, et pas seulement celles que je viens de dire. Des histoires de sorcières, de démons, de vampires qui sucent le sang, et des endroits où ils se cachent. Des histoires qui se passaient à Salem et à Arkham, parce que je n'avais jamais habité les villes, alors je voulais qu'elles me disent comment c'était. Il y en avait une autre appelée Innsmouth, avec de vieilles maisons toutes croulantes, où les gens cachaient des choses terribles dans les caves et les greniers. Et grand-mère me disait qu'on avait creusé des fosses profondes sous Arkham. À croire que tout l'arrière-pays était plein d'endroits hantés. Elle me faisait peur à force de raconter ça, mais elle n'a jamais voulu me dire à quoi ils ressemblaient, ceux des bois. Même si j'insistais. Elle répondait toujours que c'était déjà bien assez qu'elle et sa famille en sachent tant et beaucoup trop, pas de doute, pour d'honnêtes chrétiens. Et que j'avais de la chance de ne pas me mêler de ça, pas comme une de mes ancêtres du côté de maman, Myrtle Osbourne, accusée de sorcellerie et pendue à Salem. Pour moi ça restait donc des histoires, pas plus, quand grand-mère est morte l'an dernier et que le juge Crue Binthorpe m'a envoyé par le train vivre chez l'oncle Fred, juste en plein dans les collines dont grand-mère parlait tant et plus. Vous pouvez croire que je ne tenais pas en place.
Le contrôleur m'a gardé avec lui pendant tout le voyage. Il me disait le nom des villes, ce que faisaient les habitants et des tas de choses. L'oncle Fred m'attendait à la gare. Il était grand et maigre, avec une longue barbe. Je suis monté dans sa carriole. À part la gare, qui était plutôt une halte, il n'y avait pas de maison. Rien de tous les côtés, et les bois tout de suite après. Ils avaient quelque chose de drôle, ces bois. Pas un bruit, pas une branche qui remuait, et il faisait si noir que ça me donnait la chair de poule. On aurait dit que personne ne devait oser y crier, ou même y rire seulement. Rien que parler tout bas. Et les arbres étaient très vieux, sans écureuils, sans oiseaux. La route n'avait pas de goudron, l'herbe y poussait comme si elle ne servait pas beaucoup. On arriva bientôt aux premières collines. Elles étaient terriblement hautes. Et toujours des bois, partout. De temps en temps je voyais un ruisseau qui descendait vers la route, mais pas une seule maison. Et il faisait noir comme si la nuit tombait. On ne s'est arrêté qu'une fois rendu à la ferme, seul avec sa grange au milieu d'un espace défriché, et les arbres qui l'entouraient n'étaient pas tellement rassurants à regarder. Tante Lucie est venue à notre rencontre. C'était une gentille petite vieille dame, pas très vieille quand même. Elle m'a embrassé tout de suite et a pris mon baluchon. Mais tout ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin de raconter comment je suis resté une année chez l'oncle Fred, comment on vivait des fruits et des légumes qu'il récoltait sans jamais descendre à la ville. Nous n'avions pas de voisins à moins de 6 kilomètres, et pas question d'école alors, le soir, tante Lucie me faisait lire. Et je n'avais pas beaucoup le temps de jouer. Au début j'avais peur d'aller dans les bois, à cause des histoires de grand-mère. Et je pourrais dire que mon oncle et ma tante avaient peur eux aussi, vu que tous les soirs ils fermaient les portes à clé et qu'ils ne sortaient jamais après la tombée de la nuit, même en été. Mais après, je me suis habituée. Je travaillais avec l'oncle Fred, bien sûr, mais des fois, l'après-midi, quand il n'avait pas besoin de moi, je m'en allais tout seul. Et de plus en plus souvent vers l'automne. C'est comme ça que j'ai entendu une des choses. C'était au début d'octobre, dans le ravin tout près du Gros Rocher Rond. D'un coup, le bruit a commencé. Je me suis vite caché derrière le rocher. Vous comprenez, il n'y a pas d'animaux dans ces bois. Ni jamais personne. À part le vieux Cap Pritchard qui fait le courrier et qui passe seulement le jeudi. Alors quand j'ai entendu le bruit, et que ce n'était pas l'oncle Fred qui m'appelait, je me suis dit que j'avais intérêt à me cacher. Question de bruit, c'était d'abord assez loin, et pas fort. Ça me faisait penser au sang du cochon qui tombait goutte à goutte dans le baquet, le cochon qu'on avait tué pour Noël. Je regardais de tous les côtés, mais je ne voyais rien et je n'arrivais pas à trouver d'où le bruit venait. Il s'arrêta un bout de temps et puis il recommença, plus près. On aurait dit des tas de gens, des centaines, en train de marcher tous ensemble. Des branches qui craquaient sous les pieds et des buissons qu'on écarte avec les coudes. Je me fis tout petit derrière le rocher. Je ne bougeais plus. Et puis, je me suis rendu compte que la chose qui faisait le bruit était tout près de moi, dans le ravin. Je voulais regarder mais je n'ai pas osé, tellement c'était fort. Et il y avait maintenant une sale odeur, comme quelque chose qui est resté longtemps enterré et qu'on sort d'un trou. Tout d'un coup il n'y a plus eu de bruit, mais je n'avais pas besoin de regarder pour être sûr que la chose était là, juste de l'autre côté du rocher. Pendant une minute, peut-être, plus rien. Et puis j'ai entendu parler. C'était une voix et en même temps ce n'en était pas une. C'est-à-dire que ça ressemblait à une voix, mais plutôt comme une espèce de croassement. Du reste, fallait bien que ce soit une voix, puisque ça disait des mots. Pas des mots que je comprenais, mais quand même des mots. Rien que de les entendre je ne voulais pas me montrer. J'avais peur d'être vue, et peur de voir la chose. Je suais, je tremblais de partout et l'odeur me donnait envie de vomir. Mais le plus terrible, c'était l'espèce de croassement. Ça disait et disait toujours la même chose. Quelque chose qui ressemblait à ça, Shogot. Je ne sais pas si j'écris bien comme il faut prononcer, mais la chose l'a répété assez de fois, et je m'en souviens. J'écoutais toujours, et l'odeur est devenue tellement affreuse que je crois bien que j'ai tourné de l'œil, parce que quand je me suis réveillée je n'entendais plus la voix et il faisait nuit. J'ai couru tout d'une traite jusqu'à la ferme, mais avant j'ai regardé l'endroit où était la chose quand elle parlait et il n'y avait pas moyen de se tromper, c'était bien une chose.
Un homme n'aurait pas laissé dans la boue des traces comme celles d'une chèvre, remplies de bave verte qui puait. Et les traces, il n'y en avait pas rien que 4 ou 8, mais bien 200. Je n'ai rien dit à ma tante ni à mon oncle, mais cette nuit-là j'ai eu des cauchemars terribles. Je retournais dans le ravin et je voyais la chose. Elle était très grande, toute noire et sans forme, sauf plein de bras comme des cordes avec des sabots de chèvre au bout. Ou plutôt, la chose avait bien une forme, mais elle se tordait et faisait des bosses, alors elle n'était pas toujours la même. Et elle avait des bouches partout, comme des feuilles collées sur des branches. Je ne peux pas mieux expliquer. Toutes ces bouches étaient comme des feuilles et la chose ressemblait à un arbre dans le vent, un arbre noir avec plein de branches qui tombaient jusque par terre, et plein de racines avec des sabots au bout. Et la bave verte qui coulait des bouches, c'était la sève. Le lendemain, j'ai eu l'idée de regarder un livre de tante Lucie. Ça s'appelait une mythologie. On y parlait de gens qui vivaient il y a très longtemps, en Angleterre et en France, les druides. Ils adoraient les arbres, ils croyaient qu'ils étaient vivants. La chose du ravin, c'était peut-être une de celles que les druides adoraient. Mais comment ça aurait pu se faire, puisque les druides avaient habité de l'autre côté de l'océan? J'y ai pensé et repensé 2 jours de suite, et pour sûr qu'on ne m'aurait pas repris à aller dans les bois. J'ai fini par avoir une idée. Peut-être que ces druides avaient été chassés de leur forêt en Angleterre et en France, et que quelques-uns étaient assez débrouillards pour construire des bateaux et traverser l'océan comme Leif Erikson, d'après ce qu'on dit. Ensuite ils s'étaient peut-être installés ici, dans l'arrière-pays, et ils avaient fait peur aux Indiens avec leurs sortilèges. Ils connaissaient le moyen de se cacher dans les marécages et ils avaient continué à pratiquer leur culte de païens. Ils appelaient les esprits, qui sortaient de la terre, ou de quelque part ailleurs. Les Indiens croient que les dieux blancs sont venus de la mer, il y a longtemps. Et si c'était leur façon, à eux, d'expliquer comment les druides avaient fait pour arriver. Il y a eu des Indiens très civilisés, au Mexique ou dans l'Amérique du Sud, les Aztèques, les Incas, je ne sais pas bien les noms, qui disaient qu'un dieu blanc était venu en bateau et qu'il leur avait appris toutes sortes de mystères. C'était peut-être un druide. Et ça correspondait aux histoires de grand-mère, quand elle me racontait ce qu'ils faisaient. Ces druides qui se cachaient dans les marécages, ça serait eux qui battraient le tam-tam et qui allumeraient des feux sur les collines. Ils feraient ça pour que les choses sortent de la terre, les esprits des arbres, et pour leur offrir des victimes. En Angleterre et en France, les druides offraient des sacrifices avec du sang, comme les vieilles sorcières. Et grand-mère me racontait des histoires de gens qui habitaient trop près des collines, et qu'un beau jour on ne revoyait pas. Nous étions dans un endroit exactement comme ça. Et on arrivait à la veille de la Toussaint. Grand-mère disait toujours que c'était le grand jour. J'avais tellement peur que je ne voulais plus sortir de la maison. Tante Lucie me donnait du fortifiant, elle répétait que j'avais mauvaise mine. Pour sûr que c'était vrai. Même, un après-midi, quand j'ai entendu une voiture qui arrivait par les bois, je suis allée me fourrer sous le lit. Mais c'était rien que Cap Pritchett, avec du courrier. L'oncle Fred est allé jusqu'à la route et il est rentré tout content avec une lettre. Le cousin Osborne venait nous rendre visite. C'était un cousin de tante Lucie. Il avait des vacances et il allait rester une semaine. Il arriverait par le même train que j'avais pris, d'ailleurs, c'était le seul, le 25 octobre à midi. Après ça, on a eu tellement de choses à faire pendant 2 ou 3 jours que je n'ai plus pensé au ravin et à l'histoire des druides. L'oncle Fred préparait la chambre de derrière pour le cousin Osborne et je l'aidais à rafistoler le plancher. Les jours diminuaient de plus en plus. La nuit il faisait très froid. Le 25 au matin, il y avait presque de la gelée. L'oncle Fred s'est emmitouflé pour partir à travers bois. Il voulait être à midi à la gare, et il fallait compter plus de 10 kilomètres. Il ne pouvait pas m'emmener, et ça ne me disait rien. J'entendais trop de craquements dans les arbres, le vent faisait tout remuer, et puis, c'était peut-être autre chose que le vent. Alors je suis restée. Tante Lucie faisait cuire des confitures et je lavais les pots avec l'eau du puits. Je crois que j'ai oublié de dire qu'il y a 2 puits. Le nouveau, près de la maison, qui a une grosse pompe, et le vieux en pierre, à côté de la grange. L'oncle Fred disait qu'il existait déjà quand il avait acheté la ferme, et que son eau ne valait rien. Elle était toute graisseuse. Le plus drôle, c'est que, même sans pompe, l'eau pouvait monter.
L'oncle Fred n'y comprenait rien, des fois, le matin, elle passait par-dessus la margelle. Une eau toute verte, qui rendait malade rien qu'à la sentir. On n'y allait jamais. J'étais toujours en train de laver les pots quand, vers midi, le ciel est devenu tout noir. Tante Lucie avait préparé le déjeuner. La pluie est tombée à plein seau, on entendait le tonnerre au loin sur les collines. Je me disais que l'oncle Fred et le cousin Osborne allaient avoir du mal pour revenir comme ça pendant l'orage, mais tante Lucie ne se faisait pas de mauvais sang. Elle m'a seulement demandé de l'aider à rentrer les bêtes. À 5 heures il faisait déjà nuit, et toujours pas d'oncle Fred. On a commencé à s'inquiéter. Peut-être que le train avait beaucoup de retard, ou qu'il était arrivé quelque chose au cheval, ou à la carriole. 6 heures. Toujours personne. Il ne pleuvait plus, mais l'orage continuait à gronder au-dessus des collines. Les branches mouillées s'égouttaient dans les bois, et ça faisait comme des femmes qui riaient. Peut-être aussi que la route était trop mauvaise pour que la carriole ait pu passer. Ça se pouvait que les roues soient embourbées ou que l'oncle Fred ait préféré rester à la gare. 7 heures. Pas moyen de voir dehors, il faisait trop noir. On n'entendait plus de bruit. Tante Lucie était toute tremblante. Elle m'a dit qu'on allait accrocher une lanterne à la barrière, juste devant la route. On a descendu le sentier jusqu'à la barrière. Il n'y avait plus de vent. Autour de nous rien ne bougeait. Ça ne faisait pas long à marcher et j'étais avec tante Lucie, mais j'avais peur quand même. Je croyais qu'une chose était cachée tout près, et qu'elle attendait pour me sauter dessus. Nous avons allumé la lanterne et nous regardions vers le bas de la route, quand tout d'un coup ma tante a crié « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai écouté et j'ai entendu du bruit au loin, un bruit de roues. J'ai dit « C'est la carriole ». Tante Lucie a écouté encore. « Tu as raison », qu'elle me répond tout de suite. Et on ne se trompait pas, car presque en même temps on l'a vu arriver. Le cheval au galop, traînant la carriole qui sautait à droite et à gauche. Pas besoin de regarder à 2 fois pour comprendre qu'il s'était passé quelque chose. Le cheval n'a pas fait mine de s'arrêter, il a foncé droit vers la ferme et on a couru derrière lui. Même quand on l'a rejoint, à la porte de l'écurie, on n'a pas pu le calmer. Il était couvert de sueur. On s'attendait à ce que l'oncle Fred et le cousin Osborne descendent des personnes. Alors on a regardé dans la carriole. Elle était vide. Tante Lucie a crié et elle est tombée. Il a fallu que je la traîne, et je l'ai mise sur son lit. Je n'ai pas bougé de la fenêtre jusqu'au matin, mais l'oncle Fred n'est pas rentré. Je n'ai jamais revu l'oncle Fred. Pendant 1 ou 2 jours, ça a été terrible pour nous. On avait bien examiné la carriole, mais nous ne comprenions pas ce qui était arrivé, et tante Lucie ne voulait pas me laisser tout seul par les bois jusqu'à la ville, ou même rien qu'à la gare. Le lendemain matin, on avait retrouvé le cheval mort, et naturellement j'aurais été obligé de partir à pied et ça faisait des kilomètres, même pour arriver seulement à la ferme des Warren. Tante Lucie a fini par être d'accord pour qu'on parte avec Cap Pritchard quand il passerait, vu que le mieux était d'aller jusqu'à la ville où on raconterait tout et où on attendrait de savoir ce que l'oncle Fred et le cousin Osborne étaient devenus. Moi, j'avais mon idée. On était maintenant tout près de la veille de la Toussaint. Peut-être que ceux des bois avaient enlevé l'oncle Fred et le cousin Osborne, pour leur sacrifice. À moins que ça soit les druides. La mythologie disait que les druides pouvaient faire tomber la foudre, s'ils voulaient. Mais je n'osais pas en parler à tante Lucie. D'abord, on aurait dit qu'elle n'avait plus sa tête. Elle ne bougeait plus de son fauteuil, elle se balançait et répétait tout le temps, on les reverra jamais, on les reverra jamais. Ou bien, Fred m'avait prévenu. Fred m'avait prévenu. On ne peut plus rien, on ne peut plus rien. Fallait que je m'occupe des repas et des bêtes à moi tout seul. Et la nuit, je ne dormais pas beaucoup, j'écoutais pour savoir s'il y avait le tam-tam dans les collines. Je n'entendais jamais rien, mais ça valait encore mieux que les cauchemars que je faisais. Les cauchemars où je voyais rôder la chose noire qui ressemblait à un arbre et qui s'arrêtait toujours au même endroit pour prier avec toutes ses bouches pour prier le Dieu caché sous la terre. Je ne sais pas où j'étais allé prendre cette idée, les bouches qui priaient, comme qui dirait collées contre le sol. Peut-être parce que j'avais vu l'espèce de bave verte. En tout cas, je n'étais jamais retourné dans le ravin pour regarder. Ça venait peut-être aussi de ce que je mélangeais et tout, les druides, les histoires de grand-mère, la voix qui disait « Shoggoth » et le reste.
Mais alors, où étaient l'oncle Fred et le cousin Osborne? Qu'est-ce qui avait fait si peur au cheval qu'il était mort le lendemain? Je n'arrêtais pas d'y penser, et toutes ces idées me travaillaient, mais je savais une chose, c'est que le soir de la veille de la Toussaint nous ne serions plus là. Parce que la veille de la Toussaint tombait un jeudi, et que Cap Pritchard nous emmènerait avec lui jusqu'à la ville. Le mercredi soir, j'ai aidé tante Lucie à faire nos paquets et je me suis couchée. Je n'entendais pas de bruit dehors et je me sentais un peu plus tranquille. Mais après, j'ai encore rêvé. Je voyais des hommes qui arrivaient dans la nuit et qui entraient tout doucement par la fenêtre de la chambre de tante Lucie. Ils se jetaient sur elle et lui attachaient les pieds et les mains pour l'emmener. Ils n'avaient pas besoin de lumière, parce que leurs yeux brillaient comme ceux des chats. Du coup ça m'a réveillée. Il faisait presque jour. Je suis descendue tout de suite pour aller voir tante Lucie. Elle n'était plus dans sa chambre. La fenêtre était grande ouverte, comme je l'avais vue en rêve, et les couvertures du lit déchirées. Sous la fenêtre, dehors, il n'y avait aucune trace de pas, rien. Mais tante Lucie n'était plus là. Je crois que j'ai pleuré. Je ne me rappelle pas bien ce que j'ai fait ensuite. Je n'ai pas mangé, je n'aurais pas pu. Je criais, tante Lucie, et je savais qu'elle ne répondrait pas. Je suis allée à l'étable, pour les bêtes. La porte était ouverte et il n'y avait plus rien. J'ai vu des traces de pattes qui traversaient la cour. Elles continuaient sur la route. Je me suis dit que je ferais mieux de ne pas les suivre. Quand je suis passée devant le puits qui avait une pompe, j'ai encore crié. L'eau débordait. Une eau toute verte, comme celle du vieux puits. Ça prouvait que je ne m'étais pas trompée. Ils étaient venus cette nuit-là, et ils ne prenaient même plus la peine de faire leur coup en douce. Comme s'il était bien sûr de tout maintenant. On était à la veille de la Toussaint. Fallait que je m'en aille, tout de suite. S'il était à me guetter, je ne pouvais pas attendre Cap Pritchard, vu qu'il ne passerait pas avant l'après-midi. Fallait que je me risque pendant que c'était encore le matin et que j'aurais le temps d'aller jusqu'à la ville à pied avant la nuit. J'ai cherché partout et j'ai trouvé un peu d'argent dans le bureau de l'oncle Fred, et aussi la lettre du cousin Osborne avec le tampon de la poste de Kingsport. Je me disais que j'irais là-bas quand j'aurais tout raconté aux gens de la ville. Probable que j'avais de la famille à Kingsport. Je me demandais bien si on allait me croire, avec toute cette histoire de l'oncle Fred qui n'était pas rentré, de tante Lucie qui avait disparu, de nos bêtes que ceux des bois voulaient offrir en sacrifice, et du puits plein de bave verte parce que la chose y avait bu pendant la nuit. Peut-être aussi que les gens de la ville avaient entendu le tam-tam et vu les feux sur les collines, et qu'il allait venir en bande pour essayer d'attraper ceux qui faisaient tout ça et la chose qu'ils voulaient faire sortir de sous la terre. Peut-être qu'ils savaient ce que c'est qu'un shoggoth. Et puis, n'importe comment, je pouvais pas rester là pour savoir si des gens allaient venir. Je me suis préparée. Quand j'ai ficelé mon baluchon, il était pas loin de midi. J'entendais rien dans les bois, et rien dans les collines. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Ça n'avait pas d'importance que je ferme ma clé derrière moi. Fallait faire des kilomètres pour trouver quelqu'un, alors la maison risquait rien. Et tout d'un coup, il y a eu du bruit sur la route. Des bruits de pas. Quelqu'un marchait, juste de l'autre côté du tournant. J'ai pas bougé. J'attendais de voir. Et il est arrivé à la barrière. Il était grand et maigre, il ressemblait un peu à l'oncle Fred, mais en plus jeune et il avait pas de barbe. Il était bien habillé, comme les gens des villes. Quand il m'a vu, il a souri et il a monté le chemin. Bonjour, Willy, il a fait. J'ai pas répondu, tellement ça m'embrouillait. Tu ne me reconnais pas. Je suis ton cousin Osborne. Frank Osborne. Il me tendait la main. Mais c'est vrai que tu ne peux pas te souvenir de moi. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais encore tout petit. J'ai dit, mais je croyais que vous deviez arriver l'autre semaine. Le 25 à midi. Vous n'avez donc pas reçu mon télégramme, il a fait. J'ai été retardé par un travail urgent. J'ai secoué la tête. Ici, tout ce qu'on reçoit, c'est par le facteur, qui passe le jeudi. Peut-être que le télégramme est resté à la gare. Le cousin Osborne s'est mis à rire. Du coup, on peut dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Je n'ai vu personne là-bas. J'espérais que Fred viendrait me chercher avec la carriole pour m'éviter la route, mais pas de chance.
Alors vous êtes monté à pied, j'ai demandé. Dame. Et vous êtes venu par le train. Il a fait oui de la tête. Mais votre valise, où elle est? Je l'ai laissée à la gare. Il y a un bout de chemin jusqu'ici et je n'aurais pas pu la porter si longtemps. Je pense que Fred ira la chercher. Et puis, il a remarqué mon baluchon, mais dis donc, où vas-tu avec ça, fiston? Je pouvais pas faire autrement que tout lui raconter. Je lui dis d'entrer et de s'asseoir, que j'allais lui expliquer. Il a préparé du café pendant que je faisais des sandwichs, et on a mangé. Ensuite j'ai dit comment l'oncle Fred était parti à la gare, qu'il n'était pas revenu, et que tante Lucie avait été enlevée. Mais bien sûr, j'ai pas parlé du ravin ni de la chose noire, et même pas de ceux des bois. J'ai seulement dit que j'avais très peur et que je voulais m'en aller avant la nuit. Le cousin Osborne m'écoutait. Des fois il secouait la tête, mais il m'a pas interrompu. Alors, vous comprenez qu'on peut pas rester, j'ai dit pour finir. Ceux qui ont pris mon oncle et ma tante viendront nous prendre aussi. Faut qu'on parte tout de suite. Le cousin Osborne s'est levé. Tu as peut-être raison, Willy. Mais je crois que tu t'imagines trop de choses. Essaie de séparer ce qui est prouvé de ce qui ne l'est pas. L'oncle Fred et la tante Lucie ont disparu, ça, c'est prouvé. Mais les choses qui rôdent dans les bois et qui veulent te manger, ça ne tient pas debout, fiston. Ça me rappelle les inepties que j'entendais raconter par chez moi, à Arkham. Je ne sais pas pourquoi, mais elles mettent les gens sens dessus-dessous les veilles de Toussaint. Tiens, quand j'ai pris le train, hier. Excusez-moi, cousin Osborne, j'ai dit. C'est pas à Kingsport que vous vivez. Bien sûr que si, il a répondu. Mais j'y ai tout de même habité Arkham un certain temps et je connais les gens de là-bas. Pas étonnant que tu aies eu si peur dans les bois, et que tu t'imagines avoir vu des choses. D'ailleurs, j'admire ton courage. Pour un garçon de 12 ans, tu as du cran. Alors, partons dès maintenant, j'ai répété. Il est déjà 2 heures et on n'a pas de temps à perdre si on veut arriver à la ville avant la nuit. Et pas si vite, fiston. On ne va pas partir sans avoir jeté un coup d'œil de droite et de gauche, pour chercher s'il n'y aurait pas un indice quelconque. Tu comprends bien qu'on ne peut pas courir d'une traite jusqu'à la ville, se précipiter chez le shérif et lui débiter des fariboles sur les créatures qu'on rencontre dans les bois et qui dévorent les parents des petits-enfants. Aucune personne de bon sens ne nous croirait. Nous nous ferions traiter de menteurs, on se moquerait de nous. Qui sait même si on n'irait pas croire que tu es pour quelque chose dans l'absence de ton oncle et de ta tante. Faut qu'on s'en aille, j'ai répété. Tout de suite. Il a fait signe que non. J'ai plus rien dit. J'aurais pu lui raconter des tas de choses encore, des choses que j'avais vues en rêve ou pour de bon, mais j'ai pensé que ça servirait à rien. Et puis, je voulais plus. Je recommençais à avoir peur. Il avait d'abord parlé d'eux, chez lui, à Arkham. Après il s'était repris en disant qu'il venait de Kingsport, mais je voyais bien qu'il disait pas la vérité. Et il trouvait que j'avais été très courageux, dans les bois. Mais comment est-ce qu'il savait ça, puisque j'en avais pas parlé? Si vous voulez que je vous dise, j'avais peur que cet homme ne soit pas du tout le cousin Osborne. Mais qui, alors? Je me suis levé pour retourner à la porte. Où vas-tu, fiston, il m'a demandé. Dehors. Je t'accompagne. Il me surveillait, naturellement. Il voulait pas me perdre de l'œil. Il m'a pris le bras, bien gentiment, mais j'ai pas pu le faire lâcher. Il tenait bon. Il avait deviné que je voulais filer. Qu'est-ce que je pouvais de plus? Tout seul dans la ferme, en plein bois, avec cet homme et la nuit qui venait. La nuit de la veille de la Toussaint, et eux qui attendaient. On est sorti. Le ciel était tout noir et le vent soufflait si fort dans les arbres qu'ils tendaient leurs branches comme s'ils voulaient m'empêcher de passer. Avec le bruit des feuilles je croyais qu'ils parlaient de moi tout bas, et le cousin Osborne avait l'air de les regarder et de les écouter. Peut-être qu'il comprenait ce qu'il disait. Peut-être qu'il lui donnait des ordres. Et puis j'ai ri, parce qu'il écoutait bien quelque chose, et que je l'entendais moi aussi. C'était quelque chose qui roulait sur la route. Cap Pritchett, j'ai crié. Il passe pour le courrier. On va pouvoir descendre jusqu'à la ville dans sa carriole. Laisse-moi lui parler. Au sujet de ton oncle et de ta tante.
Inutile de l'inquiéter et de raconter n'importe quoi à tout le monde, pas vrai? Tu n'as qu'à rentrer. Mais faut quand même bien qu'on dise la vérité. Naturellement, fiston. Mais ça regarde d'abord les grandes personnes. Allons, vite. Je t'appellerai. Il parlait très gentiment, et même il souriait. N'empêche qu'il m'obligeait à rentrer et que je suis resté tout seul dans le couloir pas éclairé. J'ai entendu Cap Pritchard qui s'arrêtait, qui appelait, et le cousin Osborne qui descendait le chemin. Après ça j'ai pas pu comprendre ce qu'il disait, c'était trop loin. J'ai regardé par une fente de la porte. Cap Pritchard parlait comme il faisait toujours avec l'oncle Fred ou tante Lucie, et ça avait l'air de bien aller. Sauf qu'au bout d'une minute, Cap Pritchard lève la main, et le voilà qui secoue les rênes pour repartir. J'ai pas hésité. J'ai compris qu'il fallait que j'y aille. J'ai pris mon baluchon et j'ai couru jusque sur la route, après la carriole. Le cousin Osborne a voulu m'attraper, mais je l'ai feinté et j'ai crié « Attendez-moi, Cap. Je viens. Emmenez-moi à la ville. » Cap a arrêté son cheval et a tourné la tête. Il m'a regardé avec des yeux ronds. « Willy, il a dit. Je te croyais parti. Il me disait que Fred et Lucie t'avaient emmené. L'écoutez pas. » Je criais toujours. Il voulait pas me laisser. « Emmenez-moi. Je vous raconterai tout ce qui est arrivé. Il faut que vous m'emmeniez, Cap. Bien sûr que tu vas venir avec moi, Willy. Hop. Grimpe. » Il n'a pas eu besoin de le répéter. Juste après, le cousin Osborne est arrivé. « Descends tout de suite. » Il faisait la grosse voix. « Tu ne t'en iras pas comme ça. » Je m'y oppose. « Je suis responsable de toi. » « C'est pas vrai, j'ai dit. Emmenez-moi, Cap, je vous en supplie. » « Très bien, alors. Puisque tu ne veux pas te montrer raisonnable, nous partons tous deux. Il n'est pas question que je te laisse. » Il a souri à Cap Pritchard. Vous pouvez constater que ce petit a les nerfs ébranlés. J'espère que vous ne prendrez pas ces lobbies au sérieux. Depuis qu'il vit ici, en plein bois, enfin, vous comprenez, il n'est plus dans son état normal. Je vous expliquerai tout en cours de route. Il a haussé les épaules en se touchant le front avec son doigt. Puis il a levé une jambe pour grimper dans la carriole. Mais Cap, lui, il s'est pas laissé prendre. Non, pas vous, il a grogné. Willy est un brave petit gars. Je le connais. Vous, je vous connais pas. Et j'ai idée que vous m'avez déjà expliqué pas mal de choses, monsieur, en me racontant que Willy était parti. Mais je voulais seulement éviter les bavardages. Vous comprenez, on m'a fait venir pour soigner l'enfant. C'est un instable. Allez au diable, a répondu Cap, et il a craché son jus de chic entre les pieds du cousin Osborne. Nous, on part. Le cousin Osborne ne souriait plus. Dans ce cas, j'insiste pour que vous m'emmeniez avec vous. Et il a essayé de monter quand même. Alors Cap a mis la main sous sa veste et l'a retirée avec un gros pistolet. Il a crié, « Descendez, hein. N'oubliez pas à qui vous parlez, monsieur. Vous n'avez pas d'ordre à donner à un représentant de la poste des États-Unis. Compris. Descendez, si vous voulez pas que je vous brûle la cervelle. » Le cousin Osborne avait l'air furieux, mais il s'est dépêché de descendre. Il m'a dit, « Tu as bien tort de ne pas m'écouter, Willy. » Je l'ai même pas regardé. Cap a crié, « et on a filé. » Le cheval galopait. Bientôt on n'a plus vu la ferme. Cap a remis son pistolet dans sa poche, puis il m'a tapoté le genou. « Arrête donc de trembler, Willy. Tu es tranquille, maintenant, tu n'as plus à avoir peur. Nous serons rendus dans 1 heure, ou pas beaucoup plus. Tiens. Si tu racontais un peu au vieux Cap ce qui t'est arrivé. » Je lui ai raconté. J'ai mis longtemps. Nous étions toujours dans les bois. Avant que je me rende compte, il a fait presque nuit. Les ombres sortaient en rampant à droite et à gauche de la route et les arbres remuaient leurs branches, comme s'ils parlaient tout bas aux formes noires qui couraient derrière nous. Et puis, il y a eu un autre bruit, très loin. C'était peut-être le tonnerre, ou peut-être autre chose. Mais la nuit arrivait, pour sûr, et c'était la veille de la Toussaint. La route coupait maintenant à travers les collines. On savait jamais où commençait le prochain tournant. Avec ça, il faisait de plus en plus noir.
Mais ta vie con est bon pour la pluie, a dit Cap, c'est le tonnerre, tu crois pas? Le tam-tam, j'ai répondu. Le tam-tam. Le soir, des fois, on l'entend dans les collines. Ce mois-ci, c'était toutes les nuits. Ce sont ceux des bois qui préparent le sabbat. Cap m'a regardé d'un drôle d'air. Le sabbat. Qui est-ce qui t'a parlé du sabbat, à toi? Alors j'ai raconté tout le reste. Il disait plus rien, et il aurait pas pu, parce que l'orage a été bientôt sur nous. Il pleuvait à plein seau, sur la carriole, sur la route, partout. Il faisait noir comme dans un four et on n'y voyait rien, sauf quand il y avait un éclair. J'étais obligé de crier pour dire à Cap les choses qui avaient pris l'oncle Fred et tante Lucie, les choses qui avaient emmené toutes nos bêtes et envoyé le cousin Osborne me chercher. Et j'ai crié encore plus fort pour lui répéter ce que j'avais entendu dans le ravin. Je voyais la figure de Cap quand les éclairs brillaient. Il riait pas, il faisait pas les gros yeux non plus, il avait plutôt l'air de me croire. Il avait repris son pistolet. Il tenait les rênes d'une seule main malgré que nous filions à toute allure, mais il n'était pas obligé de se servir du fouet, le cheval avait trop peur. La carriole sautait et rebondissait, la pluie et le vent sifflaient, et tout ça ressemblait à un vilain rêve, alors que c'était pour de vrai. Je rêvais pas, non. Shoggoth. Qu'est-ce que c'est, Cap, un shoggoth? Il m'a attrapé par le bras, puis il y a eu un autre éclair, et j'ai vu qu'il ouvrait la bouche toute grande. Mais c'était pas moi qu'il regardait. Il regardait la route, devant nous. On aurait dit que les arbres se serraient tous ensemble et se penchaient au-dessus du tournant qu'on allait prendre. C'était comme s'ils bougeaient, comme s'ils baissaient leurs branches pour barrer le passage. L'orage les a éclairés en plein, alors je les ai bien vus, et quelque chose d'autre aussi. Une chose noire, sur la route, une chose qui n'était pas un arbre. Une chose en train de nous guetter, avec des bras comme des cordes. Cap a crié, un shoggoth. Mais je l'ai presque pas entendu, parce que la foudre est tombée et que le cheval hennissait. Puis le cheval s'est cabré et je me suis rendu compte que la carriole basculait. J'ai senti une puanteur et Cap a tiré avec son pistolet, qui a fait autant de bruit que le tonnerre et que nous quand on cognait dans la chose noire. Tout est arrivé d'un seul coup, le tonnerre, le cheval qui tombait, le pistolet de Cap, et nous lancer en l'air. Cap avait dû passer les rênes autour de son bras, parce qu'il est parti la tête la première dans le cheval qui ruait, et dans la chose qui empoignait le cheval. J'ai pas vu où j'allais et je me suis retrouvé à plat ventre au milieu de la boue. Et en plus de l'orage et des cris il y a eu un autre bruit, que j'avais déjà entendu, l'espèce de croassement qui ressemblait à une voix. C'est pour ça que j'ai pas regardé derrière moi. Sans même penser à voir si je m'étais pas fait mal, je suis parti en courant, sous l'orage, sous les arbres qui secouaient leurs têtes et riaient en me faisant signe avec leurs branches. J'ai entendu crier le cheval, et puis Cap, mais j'ai toujours pas regardé derrière moi. Les éclairs brillaient et s'éteignaient tout de suite, et après j'ai couru au milieu des arbres, parce que la route n'était plus que de la boue où je m'enfonçais. Un moment j'ai crié à mon tour, mais j'entendais même pas ma voix, à cause de l'orage. Et pas rien que l'orage. Il y avait aussi le tam-tam. Tout d'un coup, je me suis trouvé à la sortie des bois, juste au pied des collines. J'ai couru encore, ça montait, le tam-tam était plus fort, et bientôt j'ai pas eu besoin des éclairs pour y voir, parce que des feux brûlaient tout en haut de la colline. Je ne savais plus bien ce que je faisais dans tout ce bruit, avec le vent, les arbres qui riaient et le tam-tam. Mais je me suis arrêté à temps, quand j'ai vu les feux tout près. Des feux rouges et verts, qui flambaient malgré la pluie. Il y avait une grosse pierre blanche juste au milieu d'un espace défriché. Les feux brûlaient tout autour, ce qui fait qu'on y voyait très bien, grâce aux flammes. Des hommes étaient assis autour de la pierre, des hommes avec de longues barbes grises et des figures toutes ridées. Ils jetaient dans les feux des plantes qui sentaient très mauvais. Ils tenaient chacun un couteau et je les entendais qui hurlaient comme des chiens. Derrière eux, accroupis, d'autres hommes battaient le tam-tam sur des troncs d'arbres creux. Pas longtemps après, j'ai vu arriver encore des hommes qui conduisaient des bêtes. C'étaient nos vaches, je les ai reconnus. Ils les ont fait avancer jusqu'à l'autel, et ceux qui avaient les couteaux les ont égorgés. Mais j'ai pas bien vu jusqu'au bout, à cause des plantes qu'ils jetaient toujours dans les feux, ça faisait une fumée épaisse. Ensuite, ils sont se mis à chanter lentement et à prier. J'ai pas pu entendre les mots, mais le bruit, c'était comme le jour où j'avais eu peur dans le ravin.
Et j'ai compris ce qu'il allait faire après ça. Les hommes qui avaient amené les bêtes sont descendus par derrière la colline. Quand ils sont revenus, ils conduisaient d'autres victimes, mais celle-là, elle marchait debout. Peut-être que j'aurais pu voir mieux, seulement je me suis caché la figure quand ils étaient poussé les gens jusqu'à l'autel et qu'ils se sont servis de leurs couteaux. Alors les autres ont tapé plus fort sur les troncs d'arbres, et ils ont tout crié pour appeler la chose qui attendait en bas de la colline. Et la terre a tremblé. Il y avait l'orage, le tonnerre, les éclairs, en plus de la fumée et de toutes les voix qui chantaient, et j'étais à moitié mort de peur, mais ça, je peux le jurer, la terre a tremblé. J'avais beau être à plat ventre, j'ai été secoué, et tous les hommes autour des feux continuaient d'appeler la chose, et la chose est venue. Elle est montée du bas de la colline en grouillant comme une araignée, jusqu'à la pierre où ils avaient mis la victime. C'était la chose noire de mes rêves, la chose noire qui ressemblait à un arbre, avec tous ses sabots et ses bouches qui bavaient, et tous ses bras qui pendaient comme des cordes. Les hommes ont baissé la tête, puis la chose noire s'est arrêtée devant la pierre où la victime se tortillait en criant. La chose noire a fait comme si elle se penchait, et j'ai entendu l'espèce de croassement, qui était plus fort que les cris. J'ai regardé, rien qu'une minute, mais le temps que j'ai vu, la chose noire a commencé à s'enfler et à grossir. C'est ça qui m'a fini. J'ai plus pensé à rien qu'à partir le plus loin que je pourrais. Je me suis relevé et j'ai couru comme un fou, de toutes mes forces, en criant, sans même avoir idée qu'on allait m'entendre. J'ai couru longtemps, à travers les bois, loin de la colline et de la pierre blanche, toujours plus loin, et tout d'un coup je me suis rendu compte de l'endroit où j'étais. J'étais revenu à la ferme. Oui, voilà ce que j'avais fait, j'avais tourné en rond. Mais n'importe comment, j'aurais pas pu continuer. C'est pourquoi je suis rentré. J'ai fermé à clé et je suis d'abord resté étendu par terre, tellement j'avais mal d'avoir couru et crié. Un peu plus tard j'ai cherché un marteau et des clous et j'ai pris les planches que l'oncle Fred n'avait pas eu le temps de casser en petits bois. J'ai commencé par barricader de la porte, puis je me suis occupé des fenêtres, du haut en bas de la maison. J'ai dû y mettre le temps, fatigué comme j'étais. Quand tout a été cloué, l'orage était passé, il y avait plus de bruit. J'ai pu aller dormir sur le canapé. Ça fait 2 heures que je me suis réveillé. C'était le jour, je voyais le soleil par les fentes. De la façon qu'il tombait, j'ai su que c'était déjà l'après-midi. J'avais dormi tout le matin, et rien n'était arrivé. J'ai pensé que peut-être je pourrais me glisser dehors et aller à pied jusqu'à la ville, comme je voulais faire hier. Mais j'avais tort de croire ça. J'avais pas arraché 3 clous que je l'ai entendu. Le cousin Osborne, bien sûr. Je veux dire, l'homme qui disait qu'il était le cousin Osborne. Il est entré par la cour, il a appelé « Willy », mais j'ai pas répondu. Alors il a essayé d'ouvrir la porte, puis les fenêtres. Il cognait et jurait. Ça tournait mal. Mais où ça a été pire, c'est quand il s'est mis à parler tout doucement, parce que ça prouvait qu'il n'était pas seul. J'ai risqué un coup d'œil par une fente, mais il était maintenant derrière la maison, alors j'ai pas pu les voir, ni lui ni l'autre. Et je crois que ça vaut mieux, parce que si j'ai raison et si c'est ce que je pense, je préfère ne pas voir. C'est bien assez d'entendre. D'entendre l'espèce de croassement, et le cousin qui parle, et le croassement qui continue. Et il y a aussi l'odeur, comme celle de la bave verte que j'ai vue dans le ravin et autour du puits. Le puits, c'est pour y aller qu'ils sont passés derrière la maison. J'ai entendu le cousin Osborne. Il disait, attendez jusqu'au soir. Nous pourrons nous servir du puits si nous trouvons la porte. Il faut chercher la porte. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Le puits doit être une espèce d'entrée qui mène sous la terre, dans la caverne où vivent les druides. Et la chose noire. Ils sont toujours là-bas, à chercher. Il y a longtemps que j'écris, et l'après-midi passe. En regardant par la fente, je vois que ce sera bientôt la nuit. C'est ce qu'ils attendent pour venir me chercher, qu'il fasse noir. Ils enfonceront les portes ou les fenêtres et ils me prendront. Ils m'emmèneront par le puits dans l'endroit où sont les Shoggoths. Il doit y avoir des cavernes sous les collines, des cavernes où ils se cachent et d'où ils ne sortent que pour leurs sacrifices. Ils veulent personne par ici, sauf pour les sacrifices. J'ai vu ce que la chose noire a fait, sur l'autel. Je sais ce qui va m'arriver. Peut-être qu'à Kingsport on se demandera où est le vrai cousin Osborne et qu'on enverra quelqu'un pour savoir ce qu'il est devenu.
Peut-être que les gens de la ville rechercheront Cap Pritch partout où ils passaient. Peut-être qu'on viendra jusqu'à la ferme et qu'on me trouvera. Mais si les gens ne se dépêchent pas, ça sera trop tard. C'est pour ça que j'ai écrit tout ce qui est arrivé. Je jure que c'est la vérité. Si on retrouve le carnet là où je vais le cacher, il y aura qu'à regarder dans le puits. Dans le vieux puits, à côté de la grange. Souvenez-vous de ce que j'ai dit sur ceux des bois. Bouchez le puits et nettoyez les marécages. Pas la peine de me chercher si je ne suis plus dans la maison. Je voudrais bien ne pas avoir peur comme ça. C'est pas tant pour moi que j'ai peur, mais pour les autres gens. Les gens qui vont peut-être reprendre la ferme. Ce sera la même chose pour eux, ou peut-être plus terrible. C'est rien que la vérité. Allez voir dans les bois si vous ne me croyez pas. Allez sur la colline, sur celle où ils ont sacrifié les victimes. Peut-être que les taches de sang sont parties et que la pluie a effacé les traces de pas. Peut-être qu'ils ont enlevé les cendres de leur feu. Mais la pierre blanche doit toujours être là-haut. Si elle y est, vous verrez bien. Vous devriez trouver 2 grosses marques rondes sur la pierre, des marques qui sont bien larges de 50 cm. Ça, je l'ai pas raconté. Juste avant de me mettre à courir, j'ai quand même regardé. J'ai regardé la chose noire qui était un shoggoth, et qui s'enflait. Je crois que j'ai dit comment elle changeait de forme et comment elle devenait très grosse. Mais tellement grosse qu'on ne peut pas s'en faire une idée et que j'ose même pas l'expliquer. Cherchez partout. Vous verrez bien ce qui se cache sous la terre, dans les collines, les choses qui attendent pour sortir encore d'autres fois et dévorer d'autres victimes. Ça y est. Les voilà qui reviennent. Il fait nuit et j'entends des pas. Et des bruits. Des voix. Encore des bruits. Ils cognent à la porte. Très fort. Bien sûr, ils ont dû amener un arbre, ou une grosse bûche pour enfoncer la porte. La maison tremble de partout. Le faux cousin Osborne crie, et il y a l'espèce de croassement. L'odeur est une infection, j'ai envie de vomir, et dans une minute. Regardez la pierre. Vous comprendrez ce que je veux dire. Regardez les grosses marques rondes, à chaque bout. C'est là que la chose noire s'appuyait. Cherchez les marques et vous saurez ce que j'ai vu, la chose noire qui fait peur et qui attend le moment de vous prendre vous aussi, à moins qu'on l'oblige à rester sous la terre pour toujours. Des marques larges de 50 cm. Ainsi s'achève cette histoire, mais les histoires, elles, ne meurent jamais vraiment. Elles attendent, quelque part, d'être lues. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.